Dans le nord du Tchad, les soldats français ont commencé à se retirer, et ce le jeudi 26 décembre 2024 au matin. Une cérémonie de rétrocession a eu lieu d'ailleurs sur le territoire tchadien afin de remettre cette base aux militaires tchadiens sur leur territoire. Le retrait de la France se fait donc selon les règles, même avant le délai qui a été fixé par les autorités tchadiennes. Comment comprendre ce retrait aussi docile des Français, et que dire, quels commentaires faire après cette première rétrocession? On en parlera dans cette émission en première partie. En deuxième partie de ce programme, nous parlerons de l'actualité politique à Conakry, où l'opposition se soulève contre le général Mamadi Doumbouya. Celui-ci est considéré comme ayant trahi les promesses qui ont été faites depuis 3 ans à l'arrivée au pouvoir de celui-ci. Pendant ce temps, Washington fait pression et demande au pouvoir exécutif d'organiser des élections afin qu'un civil revienne au pouvoir. Les motivations des populations ou de la société civile ne sont peut-être pas pareilles que celles des États-Unis. Toujours est-il que la pression est faite sur le pouvoir de Mamadi Doumbouya 3 ans après le début de sa transition. On en parle dans ce programme. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette matinale informative de ce matin. Bonjour à tous. Vous êtes nombreux à nous regarder ce matin sur For You Télévision. Bienvenue à tous. Votre émission matinale informative, elle démarre avec des thématiques comme annoncé tout à l'heure. Nos panélistes d'ailleurs sont déjà avec nous ce matin. Bonjour Albert Anatole Aïssi, consultant permanent de ce programme. Vous êtes habitué de nos plateaux et studios télé. Merci d'être avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Begoudé. Je dis bonjour au top management. Je salue les techniciens qui font un travail remarquable et grâce à qui, n'est-ce pas, nous avons cette visibilité. Je salue l'Afrique, je salue le monde, je salue, n'est-ce pas, surtout les Mahorais, qui, comme vous le savez, sont traités comme les Africains sur le territoire français. Là n'est pas notre débat de ce matin. Je salue surtout la révolte et la colère des Sénégalais, du peuple sénégalais, pas seulement. Cette semaine, le ministre sénégalais de l'administration et de l'équipement, par ailleurs conseiller la présidente de la République, a fait une sortie pour le moins rocambolesque. Face aux médias, ce dernier a traité les anciens soldats de l'armée coloniale française de traîtres. Il est important, Madame Begoudé, de ne pas prendre cette déclaration au niveau où la majorité des Africains sont en train de le prendre, c'est-à-dire comme une simple déclaration politique. Il s'agit, de notre point de vue, en tout cas de mon point de vue, d'un déni de l'histoire de l'Afrique, mais surtout d'une trahison de la mémoire de l'Afrique. Et une déclaration qui survient 26 jours, si j'ai bonne mémoire, après la première commémoration officielle de cet événement par les autorités sénégalaises. Je parle du gouvernement sénégalais, auquel il fait partie. Cette déclaration, de notre point de vue, augure certainement les joutes politiques. Je parle de la césure politique à venir dans le champ politique au Sénégalais. Il est important que qu'ils soient les descendants de ces vaillants soldats africains qui ont libéré la France et qui ont été assassinés par ces derniers au camp de Tchaoura le 1er décembre 1940, ou que ce soit des autres Africains, il est important de se lever comme un seul homme pour dire non à ce déni de l'histoire. Et ça traduit une autre chose, Madame Begoudé, c'est que dans les dynamiques de révolution, dans les dynamiques d'émancipation, nous serons confrontés à des traîtres et surtout à leur trahison. Il s'agit là
d'une fissure dans notre mémoire collective, je parle de notre histoire. Je salue l'initiative prise par la Fédération africaine des descendants des tirailleurs qui vient de porter plainte contre ce membre du gouvernement dont la démission est désormais exigée. Parce qu'il fait honte, ce sont les gens qui font honte à l'histoire, qui font honte aux Africains. Je pense que c'est un épisode qui est encore à ses débuts. Je pense que tous les Africains, où qu'ils se trouvent, doivent exprimer leur indignation, mais surtout leur colère. Merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir honoré cette invitation. On retrouve tout de suite à Tangana Henri qui est également avec nous ce matin. Bonjour et bienvenue à vous. Je rappelle, vous êtes analyste et habitué également de nos plateaux, consultant permanent de cette émission matinale informative. Je suis ravi d'avoir été invité par vous une fois de plus. Je dis bonjour à toute la galaxie pan-africaine. Je dis bonjour à tous ceux qui nous supportent et qui écoutent avec attention et qui nous font des retours positifs et qui estiment que le combat avance. Je dis bonjour à M. André Anatola ici et à tous les... Voilà, j'ai dit bonjour à tous les afrocentristes. Et encore une fois, merci de m'avoir invité. Merci d'être là ce matin. Nous démarrons donc avec l'actualité au Tchad. Je vous l'annonçais déjà tout à l'heure. Albert Anatole ici. On en parle de cette France qui a décidé de retrocéder un camp du côté du nord du Tchad. Désormais, cette base appartient à l'armée tchadienne. Albert Anatole ici, trouvez-vous la docilité française et ce départ précipité qui arrive même avant les délais qui ont été fixés par les autorités tchadiennes à saluer? Non, écoutez, Madame Bégoudé, il ne faut pas croire que c'est l'armée française ou bien le commandement de l'armée française qui a, n'est-ce pas, décidé de manière unilatérale, volontairement, n'est-ce pas, de partir du Tchad. Je pense, comme vous le savez, à la fin de cette année, du moins il y a quelques semaines, les autorités tchadiennes ont exigé le départ, si vous voulez, le démantèlement des bases militaires françaises de leur territoire au plus tard le 31 janvier 2025. Dans les dynamiques des négociations relativement à cette actualité, Paris a voulu négocier le départ effectif de ses troupes pour fin mars 2025. Ce à quoi le gouvernement tchadien a, n'est-ce pas, a répondu par une fin de non-recevoir et maintenir un délai, le délai du 31 janvier 2025. Quand nous le disons, il faut déjà noter que la France est présente au Tchad depuis 1940. C'est-à-dire c'est de Gaulle qui décide justement dans ses croisades militaires sur le continent africain, notamment contre la Libye, dans la fameuse guerre de Koufra, la base de Faya-Largeau, puisqu'il s'agit de cette base qui a été libérée, qui a été rétrocédée aux autorités tchadiennes, c'est donc cette base qui a été créée par M. n'est-ce pas, de Gaulle à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc la France est présente, du moins l'armée française est présente au Tchad depuis 1940. Je crois que ça ne faisait que... ça durait quand même. Donc on ne peut pas se satisfaire de ce que l'armée française ait libéré une petite base, c'est vrai, qui était quand même stratégique, mais qui, du point de vue des effectifs, représentait peu de choses. Je voudrais quand même vous rappeler que sur le territoire tchadien, la France occupe 3 bases. La base mineure qui vient d'être libérée, c'est-à-dire la Faya-Largeau. La base majeure qui est constituée de plusieurs centaines de, n'est-ce pas,
de soldats français, c'est-à-dire la base d'Abéché, et à Bosséi, c'est-à-dire à N'Djamena. Donc il y a 2 bases qu'il faut libérer. Ça veut dire que c'est le menu fêté qui a été rétrocédé hier, n'est-ce pas, aux autorités tchadiennes en présence de la société civile et des populations qui ont voulu effectivement constater l'effectivité de cette rétrocession. Oui. Faut-il se satisfaire? Non. Parce que il est question de reconfigurer, n'est-ce pas, la présence militaire française, non seulement au Tchad, mais également ailleurs, où elle a été priée de plier bagage. Désormais, en lieu et place des bases ou des contingents, il est question de mettre en place, n'est-ce pas, des petites unités interarmées qui seront moins visibles. Or, du point de vue des panafricanistes, le principe, c'est 0 présence militaires étrangères sur le continent africain. C'est ça le principe, c'est ce qui est exigé. Et il n'appartient pas ni à la France, ni aux Américains et les autres de définir ou de déterminer de manière unilatérale le format de leur présence militaire sur le territoire africain, parce que la réciprocité n'existe pas. Et ce n'est même pas imaginable qu'une armée africaine ait une base militaire en France, aux États-Unis. Ce n'est pas possible. Ce n'est même pas imaginable. Donc, si l'inverse n'est pas possible, il faut que nous puissions donc demander avec beaucoup de fermeté le départ, le démantèlement de toutes les bases militaires étrangères sur le sol africain. Vous savez qu'en plus du Tchad, qui constitue de manière officielle l'un des plus gros contingents, n'est-ce pas, de l'armée française en Afrique, avec plus de 1000 soldats, vous avez la base de Libreville, qui a pris la dénomination de Gaulle. Officiellement, c'est constitué de 350 environ soldats, officiellement, avec le personnel civil. Vous avez la base de Côte d'Ivoire, et en plus, vous avez le Djibouti qui a décidé de recueillir sur son territoire toutes les bases militaires de la planète Terre, où officiellement la France détient plus de 1100, j'ai même envie de dire 2000 soldats. Nous pensons que c'est une victoire d'étape. Oui. Comme j'ai l'habitude de le dire, c'est de ce démantèlement, n'est-ce pas, des bases militaires françaises sur le continent africain. C'est une victoire d'étape, comme j'ai l'habitude de le dire. Mais en même temps, au même temps que nous demandons le départ des bases militaires étrangères, il est important que nos armées montent en puissance pour assurer la protection de nos territoires contre toute agression présente et à venir. Vous savez qu'ils nourrissent des projets de recolonisation militaire du continent africain. Et il faut donc que nous puissions avoir des armées, des hommes et des femmes capables de prendre la relève, parce qu'ils ont été présents au Sahel et prétendent avoir vaincu, combattu le terrorisme, ce qui constitue, de notre point de vue, un gros mensonge d'État. Puisqu'au moment où l'armée française et consorts quittent le Mali, nous savons tous que l'intégralité du Mali n'était pas encore pacifiée. Aujourd'hui, nous constatons avec beaucoup de fierté que le territoire, 100% du territoire malien a été pacifié. Bien qu'ils organisent, je parle de la France et ses amis du bloc occidental, continuent à organiser, à financer le terrorisme de ce côté, les victoires des armées nationales sont sans appel. N'en déplaise aux propagandistes. Je crois que la situation sécuritaire présente est différente de celle qu'on a connue lors de la présence militaire des armées étrangères sur ce territoire, du pas de l'AES. C'est une victoire d'étape pour revenir à notre thématique, c'est une victoire d'étape.
il ne faut pas se réjouir, n'est-ce pas, de ce qu'une armée étrangère soit sur la contrainte obligée de partir. Non. Ça devrait plutôt nous amener à nous révolter de la perception qu'ils ont, ces individus, non seulement de nos États, de nos institutions, mais de nos populations, qui, comme vous le savez, nous les interpellons. Nous interpellons nos populations à être vigilantes. Que ce soit du côté du Cameroun, du Gabon, du Tchad, du côté de l'Est, en Côte d'Ivoire ou ailleurs. Il appartient aux populations de se mobiliser pour botter hors de nos frontières ces armées d'occupation. En fait, ce sont des armées d'occupation. Officiellement, ils vous disent, écoutez, nos armées sont là pour assurer votre protection, la protection de votre territoire, vous aider à combattre contre les menaces asymétriques. Et en fait, c'est du pipeau. Ces armées sont là pour nous faire la guerre si c'est nécessaire. Ces armées sont là pour assurer la sécurité, n'est-ce pas, de ces vassaux qui sont placés à la tête de nos États par leurs soins. Ces armées sont là pour protéger leurs intérêts stratégiques ou géopolitiques. Ces armées sont là pour assurer la sécurité de leurs concitoyens. Le reste, c'est de l'enfumage. Le reste, c'est de l'enfumage. Tout à l'heure, je vous ai indiqué, Madame Begoudé, que si une armée africaine ne peut pas, si la présence d'une armée africaine ne peut pas être tolérée sur le sol français, américain, britannique et consorts, eh bien, il n'y a pas de raison que nous puissions tolérer la présence des armées étrangères sur nos sols. D'accord. Surtout que ces accords qui sont brandis régulièrement par ces manipulateurs n'ont pas été signés volontairement par les dirigeants de nos États ou bien par nos États. C'était des accords imposés par la volonté de la loi, n'est-ce pas, des vainqueurs. Voilà la réalité. Merci Albert Anatole ici pour cette première lecture. On va retrouver Henri Atangana, toujours pour discuter de cette question. On le sait, la base qui a été rétrocédée à l'armée tchadienne revêtait une grande importance, de grands enjeux en ce qu'elle permettait d'avoir un œil ou encore une grande surveillance sur plusieurs parties du territoire tchadien, à savoir à l'est ou encore dans le Grand Nord. Partant de ce postulat, Monsieur Henri Atangana, peut-on dire aussi que cette décision de réclamer le départ des militaires français du territoire tchadien est une victoire aussi bien pour le peuple tchadien que pour son armée qui pourra désormais être indépendante dans la surveillance de son territoire? Oui, oui, oui. On peut le dire, ça dépend un peu sous quel angle on regarde ça, mais quel que soit le cas, en tout cas en ce qui me concerne, je trouve que c'est une victoire ou une partie de victoire. Parce que, pour rappel, ces armées, M. André Anatole ici vient de l'expliquer, elles sont là pour leurs intérêts, pour garantir leurs intérêts à eux. Ces armées, je vais aller un peu plus loin, sans être exhaustif, sans être long non plus, l'œuvre coloniale était une œuvre d'État. Ce n'était pas des particuliers. Donc c'était une œuvre soutenue par les armées. Je parle bien de l'œuvre coloniale. C'est-à-dire que ce soit la colonisation allemande, qui est effective dans beaucoup de pays, notamment au Cameroun, que ce soit la colonisation française. Enfin, on va chipoter sur les mots, hein. On était sous protectorat, sous mandat, sous protectorat de la SDN et puis après de l'ONU. C'est des gens qui savent jouer sur les mots, hein, ces gens-là. En preuve, c'était que l'Allemagne avait perdu la Première Guerre mondiale et l'ascension était de perdre ses colonies. Et ceux qui avaient gagné la Première Guerre mondiale se sont jetés sur les colonies. Apparemment, on n'en avait même pas conscience. C'est comme ça que nous sommes allés de germanophone à francophone. Et après, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, ou francophone ou anglophone d'ailleurs. Après, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale où Hitler a voulu, on ne le dit pas assez, reprendre ce qui lui appartenait, estimait-il.
et aussi les sanctions qui lui avaient été imposées à la Première Guerre mondiale. C'est toujours un bref rappel historique qui permet de mieux comprendre. Donc, les bases militaires, je vais pas aller beaucoup plus là dans ce rappel. Parfois, j'en profite pour éveiller les consciences et pour que les gens, parce que notre histoire ne nous a pas été enseignée. Dans un Camerounais, j'ai vu une fois des enfants d'un économiste camerounais qui était en Belgique, il avait étudié ici, je le connais d'ailleurs, qui m'a dit, mais nous, on a été colonisés par qui? C'est un intellectuel camerounais qui ne pouvait pas expliquer à ses enfants que nous étions une colonie allemande et que c'est parce que l'Allemagne a perdu la Première Guerre mondiale que nous sommes devenus, moi je vais appeler ça une colonie française et britannique. Et il y en a qui pensent d'ailleurs que, je ne sais pas comment ils vont pour imaginer que ils ont une spécificité parce qu'ils se sont retrouvés par l'accident de l'histoire britannique. Voilà. Alors qu'on a retrocédé à la France une partie du territoire qui avait été pris par les Britanniques. Ce n'est pas le sujet. Très bien. Ces bases militaires sont là pour des raisons stratégiques. D'abord parce que ce sont des actions d'État, la colonisation. Et pendant cette colonisation, on distribue les bases de façon à pouvoir mater les peuples. Alors, les décolonisations n'ont pas été des décolonisations, c'était du fake. Alors, il fallait garder les bases militaires. Le premier prétexte, c'était que nous n'avions pas d'armée pour nous défendre. Voilà. Et ce n'était pas que l'armée qu'on n'avait pas. Ceux qui ne sont pas nés de la dernière averse, en tout cas ceux qui sont plus des neiges d'antan comme moi, ont eu des professeurs français. C'est-à-dire que vous demandez à un Camerounais aujourd'hui s'il y a des professeurs blancs, ils ne connaissent pas. Nous, on les a eus, hein, en sixième, français, américains, tout ce que vous voulez. Parce qu'on n'avait pas de professeurs, parce qu'on n'avait pas assez de professeurs pour enseigner. Et alors, il y avait donc ce professeur qu'on appelait des coopérants. Très bien. Alors, donc, en réalité, il y a eu semblant de décolonisation et ils ont voulu rester là par le néocolonialisme. Et pour rester là via le néocolonialisme, il faut garder les bases militaires. À quoi sert le néocolonialisme? À continuer à piller les territoires. Parce que c'était ça le but de la colonisation. Même s'il y a eu des colonisations de peuplement. C'est-à-dire qu'en fait, non seulement ils pillent, mais ils disent que bon, maintenant, ça, c'est déjà chez nous. C'est ça qu'on appelle une colonie de peuplement. C'est déjà chez nous. Ils viennent chez vous et ils disent que c'est déjà chez eux. L'Algérie est un exemple. Il y a eu un exemple en Afrique du Sud. Il y a eu une tentative au Cameroun. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que les colons français, dont le chef des colons français au Cameroun, qu'on appelait Coron, du nom d'un célèbre quartier de Yaoundé. Coron était le patron des colons français, avait déclaré l'indépendance du Cameroun avant la vraie indépendance. C'est-à-dire l'indépendance des colons camerounais. Oui, on a failli être exactement comme en Afrique du Sud. C'est un détail. Très bien. Donc ces bases militaires-là sont là distribuées de façon stratégique pour défendre leurs intérêts, pour défendre leurs ressortissants. Mais pour rester, il fallait trouver une raison. La première raison, c'est que nous vous protégeons. Contre qui on ne sait pas. À l'époque, ils créaient eux-mêmes des guerres entre nous ou des guerres de sécession pour justifier les présences des militaires. Après, maintenant, comme les pays se sont assagis, ils mettent ce qu'ils appellent le terrorisme. Terroristes, c'est les gens, on ne sait pas comment ils font pour être financés, on ne sait pas comment ils font pour avoir des armes, mais enfin, ils les ont. Ils les ont d'ailleurs beaucoup plus facilement que les États. Je vais donner juste un exemple, une référence à mon propos. C'est quand M. Bouhari prend le pouvoir. Il va aux États-Unis pour acheter les armes. Il revient, il déclare que ces gens ne veulent pas nous donner les armes pour lutter contre Boko Haram. Je passe. C'est juste pour donner une référence à mon propos. Très bien. Donc, par rapport à tout ça, nous, on veut l'indépendance. Et tant que vous avez des bases militaires sur votre sol, pour rappel aussi, ces bases militaires sont des espaces où nos militaires n'ont pas accès. En fait, ce sont des territoires français à l'extérieur où ils ne sont pas sous commandement de nos militaires. Les militaires de nos pays n'ont pas accès à ces endroits-là. Il faut comprendre ça. Donc, c'est des endroits totalement opaques. Et quand vous avez une base militaire étrangère sur votre territoire,
Le but, c'est que cette base militaire a toujours une puissance de feu supérieure à votre puissance de feu militaire. C'est-à-dire que vous êtes en danger permanent. Vous allez me dire qu'ils ont une puissance de feu supérieure, même étant chez eux. Oui, mais il y a un problème de projection. C'est très difficile que des militaires se projettent de la France pour venir attaquer un pays en Afrique. En revanche, il doit avoir des bases là pour pouvoir attaquer facilement. Donc, c'est juste quelques petites raisons que je donne. Ce n'est pas exhaustif. Si on veut parler de pourquoi les bases militaires sont là, on peut rester des heures. Donc, ils sont là pour défendre leurs intérêts. Il est important qu'on le comprenne. Leurs intérêts. Ils sont là pour défendre leurs ressortissants. D'ailleurs, sans que vous vous rendiez compte, la majorité, au début des indépendances, la majorité des ressortissants occidentaux habitaient les mêmes quartiers. Vous pensez que c'est au hasard pour des raisons culturelles? Non. Non. C'était pour pouvoir se défendre le temps que leurs militaires n'interviennent. Vous les voyez tous dans le même quartier. En cas d'incident, comme il y a eu à Mayotte, ils se regroupent, ferment les routes et peuvent se défendre avec leurs armes à feu de faible puissance pendant que leurs militaires viennent les protéger et les évacuer. Vous voyez, c'est stratégique, mais vous ne vous rendez pas compte de ça quand vous n'avez pas de notion de toutes ces notions-là. C'est stratégique. Alors, ils avaient tous dans le même quartier pour facilement se regrouper, faciliter leur évacuation et pouvoir se défendre. Vous l'avez vu à Mayotte, hein, ils ne sont pas chez eux, mais ils ferment les barrières, ils restent entre eux. Voilà. Alors, en cas de problème, on les évacue. Donc, ils défendent leurs ressortissants, ils défendent les intérêts que leurs ressortissants viennent prendre par des sociétés, et ils défendent les politiciens qui les servent. Et les politiciens, à ce moment, quand il y a une base militaire, n'ont pas un autre choix que de servir. Comme je disais dernièrement, au Niger, l'affaire Orano se serait résolue par des bombes. Est-ce que vous imaginez, 10 ans après les décolonisations, le Niger est en train de dire « Ok, je retire le permis d'exploiter de l'uranium à Oradon ». Attendez, je ne sais pas, on n'en parlerait même plus. Et quand je dis on n'en parlerait plus, c'est du vécu. Qu'est-ce qui est arrivé à Kadhafi? On va chercher une résolution bidon de l'ONU et on couvre le pays de bombes. Parfois même, on n'en a pas besoin de cette résolution fake. Voilà à quoi servent les bases militaires. Donc il est important que les bases militaires s'en aillent. Il est aussi important qu'on ait, comme M. Triple A vient de dire, qu'on renforce nos armées. Et l'une des façons de renforcer nos armées, les gens oublient toujours, c'est l'union des peuples africains. Parce que les gens oublient souvent que quand on parle de panafricanisme, c'est parce que les peuples africains avaient compris que pour mieux lutter, ils doivent être unis. C'est comme ça qu'est né le panafricanisme. Pour lutter contre ça, il faut être unis. Même quand l'UPC naît au Cameroun, c'est parce que l'UPC, les Camerounais comprennent qu'ils doivent être unis au sein des peuples camerounais pour pouvoir décoloniser le Cameroun. Parce qu'ils nous ont maté tribu par tribu. On ne comprenait pas qu'on doit être unis. Alors, je ne vais pas refaire l'histoire du Cameroun, c'était vraiment tribu par tribu. Et dès qu'ils avaient signé les accords avec cette tribu-là, il a maté, il a dominé, il massacrait, parce que c'était des massacres de masse. Je dis des massacres. On quittait donc Douala, on allait à Yaoundé. De Yaoundé, on allait à l'est du Cameroun, on montait un peu au nord, et c'est comme ça qu'une poignée de personnes a dominé tout le Cameroun. Enfin, je vais essayer de chuter par là en disant que c'est toujours une bonne nouvelle, même si ce n'est pas suffisant. C'est toujours une bonne nouvelle parce que ça permet de pouvoir avancer, de faire un petit pas en avant, mais tout en sachant qu'ils ont envie de revenir par d'autres moyens. On doit toujours avoir des armées. Il n'y a pas de pays sans armée. Si vous n'avez pas d'armée, les prédateurs viennent y prendre. C'est toute l'histoire de l'humanité. Eh bien, ceux qui croient en une justice divine, vous me faites rire. Toutes les guerres ont été des guerres de prédation. Je dis bien avant la Première Guerre mondiale, si vous lisez toute l'histoire des guerres en Europe, eux, ils ont l'habitude, hein, c'est pas nouveau. C'est même pour ça qu'on a essayé de créer la SDN.
pour essayer de résoudre les conflits autrement que par les guerres de population. Et puis ils ont créé l'ONU. Et c'est nouveau, hein, l'ONU. C'est récent. Et on a défini la notion d'intégrité du territoire. C'est-à-dire que pour pouvoir résoudre les conflits. Parce que sinon, quand le pays était plus fort, il vous envahissait. Sauf que les intégrités du territoire, ils ne les respectent que quand c'est les pays occidentaux. Si vous voulez regarder combien de pays ont été divisés en Afrique, vous allez comprendre mon propos. Et personne n'évoque alors l'intégrité du territoire. Donc, et puis bon, un dernier petit aspect du problème, c'est la notion, vous avez entendu, il y a un petit mot qui fait toute la différence. Rétrocession. Si vous regardez au Niger, ce n'était pas le mot rétrocession qui était utilisé. Je sors par là. Merci infiniment à vous, Monsieur Atangana, pour cette lecture. Albert Anatole, ici, nous allons certainement sortir de ce sujet avec cette interrogation. Est-il aussi de bon ton de dresser un bilan de ces forces militaires sur le territoire africain, notamment au Tchad, sachant les guerres qui ont existé avec les pays voisins comme la Libye, par exemple, où finalement ces bases militaires étaient utilisées comme des planques pour ces militaires français afin d'agir dans d'autres pays? Est-il de bon ton de dresser un bilan de cette présence française militaire à Paris? Bien évidemment, Madame Begoudi, on ne peut pas décrier la présence des armées étrangères sans justement faire le bilan de leur présence. Mais c'est un bilan absolument désastreux. C'est un bilan désastreux pour une raison simple, que ces armées sur le continent africain ont été au cœur, mais alors au cœur des conflits, n'est-ce pas, des conflits. Ces armées ont été au cœur des manipulations politiques. Ces armées ont été au cœur des projets de déstabilisation ou de déstabilisation de d'autres États. Ces armées ont été au cœur des ingérences politiques. Entre autres, ces armées ont été au cœur des coups d'État. Donc, pour cette raison, ou pour ces différentes raisons, nous pensons que, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est une victoire d'étape. La deuxième chose qu'il faut noter, c'est d'ailleurs leur statut. C'est leur statut, parce qu'une armée, un militaire ne saurait, n'est-ce pas, bénéficier d'un statut, n'est-ce pas, d'immunité. C'est pas possible. C'est-à-dire un militaire qui va en opération extérieure ne saurait bénéficier d'un statut d'immunité. Parce que le statut d'immunité va couvrir ces exertions et nous savons le nombre, nous connaissons plus ou moins le nombre d'exertions commises par ces armées étrangères dans les différents théâtres d'opération. Que ce soit contre d'autres forces armées, que ce soit contre les populations civiles, notamment des mineurs. Nous pouvons citer pêle-mêle le cas du génocide au Rwanda en 1994, dans le cadre de l'opération turquoise. Quel a été le rôle de l'armée française de ce côté? Dans le cadre, n'est-ce pas, de la lutte contre le terrorisme, notamment au Mali, quel a été le rôle de ces armées-là? Vous avez des armées qui bombardent avec des vecteurs aériens des populations civiles qui sont en train de célébrer un mariage et qui sont présentées par la communication de ces armées-là comme étant des terroristes. Et ces armées repartent, il n'y a pas de problème. Du côté de la République démocratique du Congo, ces armées étrangères non seulement commettent des exactions contre les populations civiles, pactisent avec les groupes armés, et en même temps sont au cœur du trafic de matières premières. Du côté de la Centrafrique, vous avez une armée, notamment l'armée française, qui a été non seulement au cœur de l'exploitation des matières premières, notamment du diamant, mais également au cœur des viols d'enfants. Lorsque ces individus sont repartis en France, justement, au nom du statut d'immunité dont ils bénéficient, mais là, le procès est tenté contre eux, ces armées-là, contre ces militaires-là, par des associations
ont abouti à quoi? À un non-lieu. Donc, deuxième et troisième, dernière chose pour moi, M. Atangana l'a dit tout à l'heure, l'a indiqué tout à l'heure, ces armées constituent une menace pour la sécurité de nos États, de nos populations, et plus c'est un pied de nez contre nos armées, qui sont payées, qui vont mieux formées que leurs armées. Mais ce qui fait problème, c'est quoi? C'est que très souvent, nos armées n'ont pas l'équipement approprié. Un équipement moderne, sophistiqué. C'est ça qui est la question. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, notamment au Sahel, mais l'armée tchadienne a été, j'ai envie de dire, en ligne de front. En ligne de front. En lieu et place de l'armée française dans le contexte du G5 Sahel. Et qui a payé le plus lourd tribut? Est-ce que la France a payé un lourd tribut? Elle qui est partie n'est-ce pas, l'armée française a-t-elle payé un lourd tribut dans le cadre de la lutte contre le terrorisme au Sahel, comme le Tchad l'a fait? Non, je ne pense pas. Ils ont à peine perdu 45 individus. Ils sont mis à aboyer sur tous les plateaux de télé, les chaînes de radio, pour dire qu'ils ont consenti un sacrifice inacceptable et inimaginable n'est-ce pas, au Mali. Mais ils oublient qu'il y a des millions, mais alors des millions d'Africains qui sont tombés pour libérer la France. C'est-à-dire une sorte de révisionnisme de l'histoire, une sorte d'ingratitude. C'est vous qui avez décidé de venir faire du business. Parce qu'en réalité, pour les armées étrangères, les opérations extérieures, c'est du business. Qu'on ne vous trompe pas qu'ils viennent là pour nous protéger sur la sécurité de nos États. C'est du pipeau. C'est du business qu'ils viennent faire. C'est des gros budgets. Allez lire, n'est-ce pas, le pays africain n'est-ce pas, de Macron, qui a été écrit, n'est-ce pas, par un journaliste français. Il vous fait l'économie de ce que représentent les opérations extérieures pour les armées occidentales. C'est un gros business. Donc, c'est pour faire comprendre que s'il faut faire le bilan, je l'ai dressé carrément, il est négatif, qui a déstabilisé la Côte d'Ivoire en 2002 et en 2010. C'est une armée étrangère. C'est une armée étrangère. L'opération, je crois que c'est l'opération Licorne en 2002 en Côte d'Ivoire. C'est une armée étrangère. En 2010, lors de la fameuse crise post-électorale qu'ils ont créée, que Sarkozy a créée, c'est une armée étrangère. Donc, c'est quoi le bilan? Le bilan est là. C'est que ces armées constituent une menace pour nous. Il faut absolument les dégager. Que ce soit contre leur gré ou contre leur gré ou bien contre leur bonne volonté. Dans tous les cas, ces armées n'ont aucune place. Leur place n'est pas sur nos territoires. Nous avons nos armées. Elles sont ce qu'elles sont. Mais en tout cas, nous sommes fiers d'avoir ces armées-là. Merci Albert Anatole Haïssi. On permettra à M. Atangana de dire son mot de la fin sur cette thématique qui n'est pas si exhaustive que ça, car on reste sur cette rétrocession, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en faisant le distinguo avec le retrait du côté du Niger. On parlait de cette victoire tout à l'heure pour le Tchad et son peuple, de voir partir ces militaires français, mais maintenant, n'y a-t-il pas un hic qui pourrait être constaté, comme cela avait déjà été le cas au Mali, par exemple, ou encore au Niger, où des matériels avaient été constatés après le départ des Français ou encore des Nations Unies. Ces matériels devraient servir à épauler les terroristes sur le territoire africain. Oui, ça arrive souvent. Et je crois que vous avez peut-être constaté, mais ça c'est ma lecture de la chose. C'est-à-dire qu'il y a eu, le chef de l'État tchadien a essayé de les prendre de court.
savez, pour éviter ce genre d'action. C'est ma lecture, hein. C'est-à-dire qu'il y en a qui pourraient ne pas être d'accord. Moi, c'est ma lecture géostratégique. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez très bien qu'il y a eu des problèmes. Ils sont un peu surveillés et quand il y a eu les dernières attaques au Tchad, ils n'ont pas réagi sous prétexte qu'ils devaient plier bagage. Et le chef d'État tchadien a court-circuité ça. Et vous voyez, c'est qu'on a l'impression alors qu'il y a, malgré le fait qu'il y avait accord, mais il y a précipitation dans l'accord. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas trop sous-estimer aussi nos chefs d'État. Maintenant, ils commencent à être lucides. Ça permet de ne pas organiser tout ça. Et vous vous souvenez qu'au niveau du Tchad, on avait peur qu'ils se réorganisent. Il y a aussi parfois, quand ils ne veulent pas retrocéder comme ça, ils détruisent. On le voit très très souvent, ils vont détruire leur matériel. C'est arrivé dans d'autres. Et c'est pour ça que j'ai fait la précision sur la notion de rétrocession. C'est-à-dire que nous redonnons. Alors que dans les autres cas, parfois, ils détruisaient le matériel et les voitures et tout. Parfois aussi, ils diffusaient les armes. Ce qui était d'ailleurs une de leurs missions. Ils ne diffusent pas les armes aux terroristes par des voies, par le côté militaire, ils distribuent par les organisations dites non gouvernementales. Pour appuyer mon propos, c'est ça qui est arrivé à Médecins sans frontières pendant la guerre du Biafra, parce que ça c'est vraiment concret. Médecins sans frontières, et ça c'est documenté, Médecins sans frontières distribuaient les armes aux Biafrais. Et d'ailleurs, petite anecdote, les Biafrais, Aïdjo avait refusé qu'ils aient une base de repli au Cameroun, ce qui était déjà très intelligent pour l'époque, pour éviter des frottements entre Nigérians et Nordistes. En fait, le colon avait oublié que le nord du Cameroun est frontalier du Nigeria, donc il y a des familles qui appartiennent aux deux pays. Alors, il y a des nordistes qui sont de sensibilité nigérienne. Enfin, c'est une parenthèse. Donc, c'est exactement, ça se passe souvent comme ça, et il nous appartient de faire attention, de surveiller les déplacements de très près. Vous vous souvenez, en République centrafricaine, quand les contingents français dévalaient du Tchad pour aller en République centrafricaine, ils avaient été escortés pendant la traversée du Cameroun par le BIR. Et ça, c'était pas au hasard. C'est-à-dire qu'on est déjà assez éveillé sur ce genre de choses-là. On doit faire attention sur ce genre de manœuvre parce qu'ils ne veulent jamais partir. Ils sont en train d'ailleurs de dire qu'ils vont se réorganiser. Il y a un général français qui nous a dit qu'ils vont revenir, mais maintenant, non plus par pays. Mais c'est l'Europe qui reviendra. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a une fenêtre géopolitique pour qu'on s'arme. Et l'un des pays capables de nous armer, ben, c'est la Russie. C'est le pays capable de nous armer, de donner une armée solide. Parce que 60 ans après les indépendances, ben, eux, ils n'ont pas pu nous armer. On se souvient qu'en République centrafricaine, les instructeurs formaient les militaires centrafricains avec des bâtons pour mimer le fusil. Vous vous dites, ben, il y a quand même un souci là. En réalité, il ne faut pas penser que c'est naïf. Quand vous avez une armée sur votre territoire, en tout cas les impérialistes, ils vont s'arranger à ce que votre armée ne soit pas puissante. C'est la raison de l'impuissance des armées chez nous. Parce que, comme je connais un peu l'OTAN, et je connais comment ça fonctionne, donc j'ai travaillé avec des sociétés en étroite collaboration avec l'OTAN. Vous n'achetez pas du matériel de l'OTAN comme vous voulez. Il faut le savoir. Dès que vous êtes un pays, vous dites que vous arrivez peut-être en Belgique, vous voulez acheter des fusils d'assaut légers, la Belgique doit demander la permission à l'OTAN. Il faut comprendre ça. Donc, or, si vous êtes un pays de sensibilité occidentale, on ne va pas vous vendre les armes. On va vous dire, écoute, nous, on a une armée là pour vous protéger, donc vous n'avez pas besoin de ça, et puis on va vous envoyer le FMI pour vous expliquer de faire des économies parce que vous avez plutôt des dépenses à faire ailleurs. On va vous sortir une raison comme celle-là. C'est un exemple. Donc, il faut donc choisir sa sensibilité. Là où on peut vous donner des armes, au moins, évidemment, la Russie ne va pas nous donner les missiles moyenne portée. Non. Mais
On aura des fusils d'assaut corrects pour pouvoir lutter. Maintenant, vous allez me dire que ce que j'ai dit est du bon sens. Et il n'y a plus qu'à se demander pourquoi certains chefs d'État africains ne le font pas. Mais regardez les contrats qu'ils signent à la Bazoum. Vous voyez, comme on dit au Cameroun, suivez mon regard. Regardez les contrats qu'ils signent. Alors, je vais donner un exemple. Je ne sais pas si je devrais en parler. Je vais faire une petite digression dessus. Pourquoi la République démocratique du Congo ne s'arme pas, ses militaires, avec la Russie pour enlever les terroristes de son territoire? On en reparlera. Vous allez voir que les contrats signés dans l'affaire de leur corridor là, le corridor américain, ça a une influence dessus. Je sors par là. Enfin, vous allez me réinviter ici pour qu'on en parle. Et je vous dirai, je vous en avais parlé. En fait, c'est une sorte de Bazoum bis. C'est-à-dire quelqu'un dont on ne voudra pas qu'il parte. Voilà. Parce que quand vous avez fini de signer ce genre de contrat, quand vous les connaissez, les gens qui ne connaissent pas ce genre de contrat, ils pensent qu'on arrive et on signe et on s'en va. C'est plus compliqué que ça. Alors, je vais vous donner une référence. C'est l'affaire des frégates de Taïwan. Si vous lisez l'affaire des frégates de Taïwan à l'époque de Mitterrand, il y a eu, je crois, 22 ingénieurs morts mystérieusement. Vous allez comprendre ce qui se passe quand ce genre... Parce que ce type de contrats sont signés. Je sors par là. Bien, merci à vous, Monsieur Henri Atangana, pour votre point de vue. On en reparlera certainement dans un autre débat. Albert Anatole a ici un petit commentaire. Bon, je voulais rapidement ajouter deux choses. Monsieur, il ne faut pas qu'on passe rapidement sur le verbe rétrocéder. Du point de vue du droit, un acte de rétrocession, un acte de rétrocession signifie que vous cédez à un tiers. C'est-à-dire la rétrocession signifie que vous cédez à un tiers un droit acquis. C'est-à-dire vous cédez à un tiers un droit acquis. Ce qui signifie donc qu'il considérait ce territoire comme... C'est-à-dire que la France considère donc les différentes bases militaires comme étant des droits acquis dans le cas du Tchad depuis 1940. Et vous constatez donc que c'est une raison supplémentaire pour rapidement les dégager. Tout à l'heure, je vous ai indiqué que dans le principe dans les relations internationales, c'est la réciprocité. Si aucun pays africain ne dispose d'aucune base militaire sur le sol européen, américain, il n'y a pas de raison. Il n'y a aucune raison qu'il y ait une base militaire étrangère sur le sol africain. Deuxième chose, par là. Après N'Djamena, après le Tchad, où vont-ils aller? C'est une question qui doit nous intéresser et que nous devons absolument évacuer. Après le Tchad, où vont-ils aller? Certains médias parlent de des rotations d'aéronefs militaires qui partent de Paris pour N'Djamena et vice-versa. D'autres médias nous informent qu'une partie du matériel va être acheminée par voie maritime en passant par le Cameroun. Je crois qu'il faut faire très attention, surtout que dans le contexte géopolitique que nous connaissons et surtout dans le contexte électoral de 2025 au Cameroun, il faut faire très attention, il faut être vigilant. Il faut absolument être très vigilant. Déjà, dans le contexte camerounais, nous constatons, nous avons observé une sorte de foire d'agents étrangers au Cameroun, au Niger, au Nigeria, au Gabon. Les gens français, américains, britanniques, ils sont pleins là. Ça recrute même parmi nous, parmi les médias.
parmi les hommes de médias, ça recrute parmi les avocats, ça recrute parmi même les officiers de l'armée. Il faut faire très attention. Et ils vont venir avec les statuts bidons, comme touristes, personnes humanitaires, il faut faire très attention. Donc il faut absolument rester très vigilant. Et là, j'attire ici l'attention des populations tchadiennes, tout comme j'attire la population des populations camerounaises. Merci Albert Anatole Aïssi pour cet ajout. On va au téléphone tout de suite et on reçoit Kofi qui nous appelle depuis la Côte d'Ivoire. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Madame Begoudé, bonjour Monsieur Aïssi, bonjour à Monsieur Atagana et le scandale aussi, soyez salués. Madame, je voulais bondir sur l'affaire du président de la Guinée, Mamadou Doumbouya. On peut être mal arrivé et venir défendre la population. On peut être mal arrivé et puis défendre la population. Je voudrais demander à Mamadou Doumbouya de s'inscrire parmi les premiers présidents de la Guinée qui ont fait que les Guinéens ont été respectés partout où les Guinéens se trouvaient, partout en Afrique, à cause de Sékou Touré, Ahmed Sékou Touré. Hier, on disait qu'il y avait l'armée française stationnée en Guinée. Le gouvernement guinéen est venu faire un communiqué pour démentir ce que nous disons par le canal de For You Media. Hier, le président du Niger, le président Tiani, a confirmé depuis ce que nous disons sur la Guinée qu'il y a une base militaire française en Guinée. Mamadou Doumbouya, il faut être guinéen. Même si tu as une femme française, tu es dans l'armée française, si ça ne passe pas, il faut la divorcer et être guinéen. Parce que la Guinée, tous les présidents de la Guinée n'ont jamais été traités. Sauf toi, Mamadou Doumbouya. Et puis, de grâce, tu es un militaire. Un militaire ne trahit pas. Quand un militaire trahit, le sentence est trop. Doumbouya, je vous en prie, ne sois pas traître pour l'Afrique. Quand je finis de dire ça, je vais au Tchad. L'armée française va partir du Tchad et ils ne vont plus revenir en Afrique. Madame, soyez rassurée. Ils n'ont qu'à venir en ingénieur. Ils n'ont qu'à venir en coopérant, c'est-à-dire des dirigeants des ONG. La France va rendre l'Afrique méchante tellement que un blanc sur le continent africain, tu vas porter le drapeau de ton pays sur ton dos pour ne pas que tu sois ciblé comme un Français. Je dis bien, je répète, si la France ne change pas sa coopération avec les Africains, donc en se préparant pour dire que non, je retire mes militaires et je vais les envoyer sous forme comme mercenaires, la France a échoué. La France va faire que les Africains vont devenir tellement méchants qu'un Européen en Afrique, tu vas porter le drapeau de ton pays sur ta tenue vestimentaire que tu portes là. Sinon, tu seras pris pour cible. C'est ce qui va arriver à la France. Parce que je vous ai toujours dit, moi je ne vais pas oublier mes mots là. On va ramener la France à être généreux. Parce que la méchanceté que la France a fait aux Africains, on va le faire le retour. Et ça ne serait pas facile pour la France. Donc la France est obligée de changer. La France est obligée de changer. Maintenant, quand j'ai fini de dire ça, monsieur Albert, ici, hier, je disais que moi, je n'ai jamais été colonisé. C'est vrai. Je n'ai pas dit que l'Afrique ou bien la Côte d'Ivoire n'a pas été colonisée. Je dis, moi, je n'ai jamais été colonisé. Moi, je n'ai jamais été colonisé. Même si je parle le français, je n'ai jamais été colonisé. Et puis, je ne suis pas un fou. Comme le docteur Nyan n'est pas là, donc, je ne suis pas un fou. Je suis un technicien. Je ne suis pas un fou. Quand en 1940, en 1919, 40, quand on allait, la France n'était plus république, la France n'était plus royaume, la France était envahie par l'Allemagne. Les Français même sont plus considérés comme des citoyens français.
et que les Africains sont allés les libérer, pour les ramener, pour être humains, pour être l'homme appelé français, entre nous deux là qui a été colonisé. C'est quelle guerre que l'Afrique a fait avec un autre continent et puis les Français sont venus nous aider pour se libérer. Merci, quand quelqu'un vient t'aider pour te libérer, c'est ça qu'on appelle colonisation. Oui. La colonisation là, tu es en faillite. Moi je m'avais aidé à te libérer. Voici le sens vrai de la colonisation. Mais comme ils ont fait par centre inverse, ils sont venus en coopération, mal organisé, on dit qu'on a été colonisé. Moi, je n'ai jamais été colonisé. On vous a compris, monsieur Kofi. Moi, madame, merci. je n'ai jamais été colonisé. Parce que c'est mon grand-père. Parmi ceux qui sont allés libérer la France, là, le côté maternel, j'ai 5 grands-pères qui sont allés libérer la France. Mon côté paternel, il y a 7 qui sont allés libérer la France. Le dernier même est décédé, ça ne vaut pas 5 ans. Merci, il nous a expliqué Kofi. Comment les Français fuyaient devant les Allemands. Donc quand je dis que je n'ai jamais été colonisé, ce n'est pas parce que je suis fou. L'Afrique n'a jamais été envahie par un continent où les Européens sont venus nous aider à se libérer. C'était la France qui était envahie hier, et puis on allait aider la France à se libérer. C'est la France qui est colonie. Merci, monsieur Kofi. C'est comme ça qu'on doit expliquer. C'est comme ça qu'on doit enseigner aux élèves. Pouvoir réagir aussi, car ce n'est pas le sujet à l'ordre du jour. Vous avez eu le temps de réagir sur le sujet à l'ordre du jour. Permettez aux autres de pouvoir s'exprimer également concernant cette question, ces deux thématiques sur la table. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre au téléphone? Si oui, bonjour et bienvenue. Allô, bonjour, vous êtes en direct. Quelques difficultés de connexion avec cet appelant. Il est pourtant là. Allô, bonjour. Je salue très respectueusement tout. Allô? Allô? Oui, allô? vous êtes en direct, allô? oui, allez-y. Allô? Allô, bonjour, allez-y, vous êtes en direct. On vous écoute. Allô, bonjour, déjà. madame de Goudé. Merci. Madame. Bonjour, c'est pas si vous me recevez, je salue très respectueusement nos invités sur le plateau, Doyen Tangana Mitiaï. Alors, d'abord, la thématique, parce que autant que nous sommes, nous devons tous en renseigner, quelles que soient les divergences en notre sein, demander d'abord à Washington de fermer sa gueule. Parce que ce qui se passe en Guinée, ça concerne les Guinéens d'abord. Et ça concerne nous, les Africains. Ce n'est pas à eux de mettre la pression au président Mamadi Doumbouya, qui n'est jamais arrivé. Béninois, Togolais, Nigériens, Camerounais, on n'a jamais eu le pouvoir d'affaires de Washington, ni de Paris, de Berlin. Donc, ils doivent se mettre à leur place et nous laisser faire. Alors, cela dit, je ne donne pas une carte blanche président Mamadi Doumbouya. Parce que lui aussi, je dirais que c'est bien fait pour lui. Les bonnes choses se passent à côté de toi. Tu n'es ni chaud ni froid. Et qu'est-ce que tu veux finalement? C'est comme ça. Donc lui-même, il ouvre la brèche, ce qu'ils sont en train de faire là. Voilà ce qu'il faut faire. Il vit la CEDEAO et on sait ce que c'est la CEDEAO. Voilà, et les bonnes choses se passent là. Il ne veut pas accompagner le panafricanisme. Et le résultat, c'est ça. Alors donc, lui-même, là, il est responsable de ce qu'il est en train de faire. Si le peuple se soulève contre lui, il saura s'arranger. Voilà. Maintenant, pour ce qui se passe au Tchad, moi, je pense que les bases militaires françaises, que ce soit au Tchad ou dans n'importe quel pays d'Afrique, ils ne sont pas là pour le bien-être de la population. Ils ne sont pas là pour améliorer le palier de la ménagère. Ils ne sont pas là pour arranger la situation des travailleurs. Ils ne sont pas là pour augmenter les salaires. Donc, ce qu'ils font, c'est pour leur propre compte, au détriment du bien-être des populations. Il n'y a pas de raison que nous continuions à les garder chez nous. Précisément pour la situation du Tchad, moi je pense que 31 janvier, là même, c'est déjà un délai déjà trop long.
Je pense qu'on a perdu notre appelant ce matin. Peut-être on va continuer avec un autre sur la ligne. Je rappelle, il y en a deux. Lorsque l'une est saturée, vous pouvez essayer sur l'autre. Il y a plusieurs codes d'accès qui vous permettent de nous parler ce matin et d'être audible sur notre média. Y a-t-il quelqu'un d'autre au téléphone? Allô, bonjour. Allô, vous m'entendez? Eh bien, si on n'arrive pas à se connecter avec cet appelant, allô, bonjour. Bonjour, madame. Si nous n'arrivons pas... Voilà. Bonjour, madame. Bonjour à tous les panélistes. Bonjour à tout le monde. J'aimerais intervenir sur le cas du Tchad, M. Gaoudi depuis la Côte d'Ivoire. Bienvenue. La rétrocession de la base française aux soldats tchadiens, moi, je crois que c'est une grande victoire pour l'Afrique. C'est une grande victoire pour l'Afrique. On n'avait jamais vu ça, voir certains chefs d'État avoir le courage de demander à une armée française de quitter leur territoire. Maintenant, on voit qu'il y a une évolution en Afrique. L'action du président Mohamed Idriss Déby est à saluer. Voilà, il faut qu'il parle progressivement parce qu'ils ne servent plus à rien. Ils ne servent plus à rien. Ils sont là, ils ne jouent pas leur rôle pour lesquels ils sont là. On a des accords de défense depuis 1960, mais quand nous sommes attaqués, nous avons des problèmes, ils ne réagissent pas. Souvent même, c'est eux-mêmes qui financent ces terroristes-là pour des politiques de pillage. Ils financent ces terroristes, ils financent ces rebelles pour venir déstabiliser. C'est eux qui installent les chefs d'État, c'est eux qui font les coups d'État, qui les enlèvent. Donc, à un moment donné, les chefs d'État doivent prendre les responsabilités, demander à leurs militaires, à l'armée française de partir. Ce n'est pas une rupture en tant que telle, mais c'est un respect que nous leur demandons. Il faut qu'ils changent leur méthode, leur manière de... Donc, ils n'ont qu'à aller en France, ils vont bien réfléchir sur comment coopérer avec nous. Et puis, s'ils sont revenus en de meilleurs sentiments, il faut qu'ils reviendront. J'interpelle aussi le président Mohamed Idriss Déby d'être très vigilant. Parce que la France ne fait rien pour rien. Si actuellement ils sont en train de partir aussi facilement rétrocéder les bases, c'est qu'ils ont forcément un plan B. Donc qu'ils réfléchissent bien parce qu'ils sont en train de se positionner. Ils ne vont pas loin, hein. Ils ne vont pas loin. Ils font semblant d'aller en France, mais ils ne vont pas loin. Ils sont en train de se repositionner dans les pays voisins. Si j'ai fini de dire ça, je vais parler de Doumbouya pour corroborer ce que je dis. Il a toujours nié, le président Mamadou Doumbouya, de garder une armée française sur le sol guinéen. Mais Tchiani, mes prédécesseurs l'ont dit, Tchiani a confirmé ce que nous avions toujours dit. Voilà un militaire qui est venu, qui est un putschiste comme les autres. La France crie par ici, non, coup d'État, on ne veut pas, on ne veut pas. Mais ils sont en train d'adouber Brice Oligui Nguema au Gabon et Mamadou Doumbouya. Ils sont allés s'installer en France. Ils veulent forcément déstabiliser le Sahel. Ils s'installent en Guinée, en Côte d'Ivoire, en Algérie, même si Mme Linda Daoui le nie, mais ils ne sont pas loin, l'armée française. Ils veulent forcément déstabiliser le Sahel. Voilà un militaire qui est venu, il s'en fout. Il est là, il est panafricaniste la journée et il est français la nuit. Il faut qu'il fasse attention. Il a jugé même Dadis Camara pour des faits qui va lui être reproché très bientôt. Il y a eu aussi massacre dans un stade. Tout ça, la France n'en parle pas. Pourtant, c'est eux qui ont organisé un procès pour condamner Dadis Camara. On a tous suivi le procès, on n'a rien vu à part des déclarations. Et il a été condamné à 30 ans pour quelqu'un qui n'est pas allé au stade. Et celui qui est allé a été condamné à 10 ans. Il faut qu'on soit correct dans tout ce que nous faisons. Doumbouya, par ce que Tchiani a dit, on connaît aujourd'hui sa position. Il se fait complice pour déstabiliser le Sahel. Il faut qu'il se ressaisisse. On n'a jamais vu ça dans l'histoire de la Guinée. On n'a jamais vu ce qui est en train de se faire. Donc, il faut que les États du Sahel soient vigilants. L'armée française quitte le Sahel, mais ne vont pas loin. Chez moi, ici en Côte d'Ivoire, ils sont là. Ils viennent nuitamment. On déclare 600 soldats, mais ils sont plus que ça. Quand nous on voit au 43e Bima, là, c'est les soldats que nous on voit là-bas. Là. Ils ne dépassent 600. Mais on dit qu'il y a 600 hommes ici. Moi, je ne crois pas du tout. Donc, vraiment, bravo à l'Afrique. Vigilance aux États du Sahel. Je vous remercie.
Merci également à vous. Merci d'être passé par ici. Réalisation, est-ce qu'on reste au standard ou alors on poursuit sur le plateau afin d'entamer notre deuxième thématique? Merci. Eh bien, nous retrouvons Henri Atangana. Je crois que Albert Anatola, ici, c'est vous qui aviez la dernière prise de parole. Henri Atangana, en Guinée-Conakry, les forces vives du pays annoncent des manifestations dès le 6 janvier prochain dans le but de protester contre la présence de Mamadi Doumbouya au pouvoir à la tête de la Guinée-Conakry depuis pratiquement 3 ans. Il est accusé de ne pas respecter la feuille de route de la transition et de faire des fausses promesses au peuple de Guinée-Conakry. Parmi les accusations, il y a bien d'autres que nous n'allons peut-être pas mentionner. Il est également pressé par les États-Unis d'organiser une élection présidentielle sur son territoire à laquelle des civils pourront participer. La première interrogation Monsieur Henri Atangana, car il y en aura deux dans la question qui vous est adressée. Y a-t-il réellement une figure guinéenne pour le peuple guinéen aujourd'hui afin de se retrouver sur la place politique et remplacer le général Mamadi Doumbouya qui est à la tête du pouvoir sur le plan politique? Maintenant, deuxième interrogation, les motivations du peuple guinéen ou encore des forces vives de la Guinée sont-elles justes ou encore à saluer? Comprenez-vous ces revendications et les motivations qui mènent à ces revendications, M. Atangana? Oui, il y a beaucoup de choses quand on aborde un sujet comme celui-là. D'abord, la forme et le fond. Au niveau de la forme, on a envie de dire qu'on laisse les Guinéens trouver des solutions à leurs problèmes. Ça, c'est la forme. Mais au niveau du fond, c'est un peu plus complexe. D'abord parce qu'il y a une situation en interne qui est un peu floue, où on ne voit pas très, très bien les possibilités de transition. En réalité, malgré le fait qu'on soit dans des républiques, les êtres humains ont souvent un comportement de monarchiste ou de sujet d'un roi. C'est-à-dire la difficulté qu'ils ont à trouver quelqu'un qui les représente, et spécifiquement les Africains. Quand vous regardez les pays comme le Cameroun, c'est criard. C'est criard, ce truc où vous avez l'impression qu'il n'y a pas une figure qui sort, enfin plusieurs figures, ça ne va pas être une figure, ça va être plusieurs figures qui doivent donner suffisamment de confiance pour représenter le peuple en cas de changement de personnes à la tête de l'État. Je n'ai pas dit de changement de régime, j'ai bien dit de changement de personnes. Mais ce n'est pas toujours aussi clair que ça. On a toujours l'impression que quand il y a un homme fort qui s'en va, il y a une sorte de vide. Et on est dans ce truc-là aujourd'hui en Guinée, pour revenir au sujet, c'est que nous avons M. Doumbouya, dont beaucoup de gens avaient mis beaucoup d'espoir. On l'a présenté comme un panafricaniste. Beaucoup de gens ont espéré beaucoup de choses de lui, mais on a l'impression qu'il se retourne. On a l'impression qu'il essaie de jouer la carte de beaucoup de chefs d'État africains au sortir des indépendances. Je me fais ami avec l'ex-colon qui assure ma place et je me permets tout ce que je veux. C'est quand on lit les événements chez monsieur Condé. Chez M. Doumbouya, pardon, on n'est pas confondre à M. Alpha Condé qui était avant lui. Donc, on le regarde, on a l'impression, d'ailleurs, c'est le journal Marianne, qui est un journal français, qui lui dit qu'il est pro-français. Je veux dire que c'est une lecture que peu de gens ont eue. C'est pas parce que c'est pas à cause de sa vie privée. Mais enfin, on avait quand même cette impression-là qu'il est pro-français. Jusqu'au moment où on a commencé à nous expliquer qu'il y a les bases militaires françaises dans son pays, à la frontière du Mali. Et le général Tiani a confirmé. Et les journaux français aussi. Donc on a l'impression qu'en fait, c'est un monsieur qui s'est dit « je me fais ami », c'est-à-dire que l'ancienne politique des chefs d'État africains après les indépendances, il y a eu deux types. Soit ceux qui s'opposent parce qu'ils veulent vraiment les indépendances, soit ceux qui se disent « je plie mon échine
je bénéficie de ma posture de chef de l'État, je sers tout aux colons. Enfin, il y en a qui n'aiment pas trop le mot colon. Oui, je comprends. Talon dit souvent de parler des territoires occupés. Mais le mot colon sort beaucoup plus facilement de nos bouches parce qu'on y est habitué. Il a parfaitement raison. Donc, on a ça. Donc, on n'a plus de lecture de ce qu'il fait. À côté de ça, il y a une opposition qui dit, enfin, une opposition. On ne sait pas très bien si cette opposition est pilotée par les intérêts américains. Voilà, est-ce que c'est une opposition sincère, comme dans le cas des pays de l'AES, c'est-à-dire des gens qui veulent que ça change, ou alors c'est encore une opposition manipulée par des intérêts extérieurs? Ce sont les questions qu'on se pose quand on regarde ça. Et ça rend l'analyse de la situation floue. C'est flou, là, on ne sait pas très bien. En même temps, on a envie de supporter l'opposition au vu du bilan de M. Doumbouya, mais en même temps, on se méfie de ces manigances, de ces oppositions qui sont manipulées par des hommes et des pays étrangers. Donc, ça me rend perplexe. J'ai l'impression qu'on est dans une sorte de flou artistique. Je sors par là pour un premier jet. Et à Tangana pour ce premier jet justement, et on retrouve Albert Anatole Haïssi qui lui aussi aura son point de vue sur cette question. En Guinée-Conakry, que se passe-t-il réellement? Le président Mamadi Doumbouya n'a pratiquement jamais bénéficié du soutien du peuple comme cela est constaté à contrario au Niger, au Mali ou encore au Burkina Faso. Aujourd'hui, les forces vives de Guinée prévoient une manifestation. Albert Anatole Haïssi, Henri Atangana le disait tout à l'heure, il était brandi comme un espoir pour les Guinéens. À un moment, certains estimaient d'ailleurs que c'était des tentatives de déstabilisation du pouvoir guinéen en ce qui concerne les différentes manifestations qui ont l'habitude d'être organisées par ces forces vives. Mais écoutez, madame, je vais vous dire, lorsqu'on parle d'opposition, il faudrait bien comprendre de quoi est-ce qu'on parle. Enfin, lorsqu'on parle d'opposition en Guinée-Conakry, oui. Je voudrais comprendre de quoi est-ce qu'on parle. Des Cellou d'Alain Diallo. Et d'autres partis. Non, je comprends pas. Non, sérieusement, nous parlons de choses sérieuses. Oui. Lorsqu'on parle de l'opposition en Guinée-Conakry, vous mettez dans ce narratif M. Cellou d'Alain Diallo qui va tenir des réunions à Paris, en France, avec Omaro Sissoko Embalo pour parler des questions de la Guinée-Conakry. De quoi est-ce qu'on parle? Oui, ça c'est important que le téléspectateur le sache. C'est-à-dire que c'est à Paris qu'on va discuter de l'avenir de la Guinée-Conakry. C'est-à-dire, vous avez un opposant guinéen, celui du moins, il est présenté comme étant le principal opposant de la Guinée-Conakry, Cellou Dalein Diallo, avec le président, je crois, en exercice de l'Union africaine, Omaro Sissoko Embalo. C'est à Paris qu'ils vont discuter de l'avenir de la Guinée-Conakry. La deuxième chose, c'est un questionnement. Qu'en pense la CEDEAO? Oui, c'est important aussi d'avoir l'avis de la CEDEAO. La CEDEAO avait déjà donné son soutien à la Guinée-Conakry. Il y a eu un chronogramme en vue d'un retour à l'ordre constitutionnel. Oui, on connaît blablabla, oui, on connaît. Oui, on connaît l'autre là. Je précise ma question. Qu'en pense la CEDEAO des ingérences américaines? Ok. Mais qui sont-ils les Américains pour tout le temps s'ingérer dans les affaires des autres? Ce ne sont pas des modèles, les Américains. Qui sont-ils? Ils ne sont ni des modèles du point de vue du respect du droit international. Ils ne sont ni des modèles du point de vue de la démocratie, du respect de la démocratie. Ils ne sont pas des modèles du point de vue du respect des droits humanitaires internationaux. De qui sont-ils pour donner tout le temps les leçons aux autres? C'est ça qui est la question. En fait, le problème de M. Mamadou Doumbouya, c'est qu'il s'est inscrit en faux dans la dynamique panafricaniste qu'il a amorcée, enfin, qu'il a proclamé au départ, dans un discours qu'on a cru mémorable à la tribune des Nations Unies. C'est-à-dire qu'il a bluffé l'opinion publique africaine lorsqu'il a proclamé s'engager dans la dynamique panafricaniste. Il a bluffé tout le monde. Lorsqu'il a laissé les frontières de son pays ouvertes en faveur du Mali,
Là également, il a suscité la sympathie de l'opinion publique africaine. Le Mali qui faisait face à j'ai envie de dire, à des frustrations, à des pressions de certains de ses voisins, dans le contexte, n'est-ce pas, des poussées de figures diplomatiques avec Paris. La Guinée-Conakry a laissé ouverte sa frontière. Là également, nous avons applaudi. Nous avons pensé qu'il va également s'engager dans la dynamique, n'est-ce pas, des révolutions de l'AES. La troisième chose, il ne s'est jamais immixé, n'est-ce pas? Il y en a qui ont pensé que c'était une sorte de solidarité confraternelle, c'est-à-dire entre frères d'armes. Mais dès lors qu'il a commencé à canader les médias et les journalistes, on a commencé à se poser des questions. Dès lors qu'il a commencé à canader certains leaders d'opinion, je crois que jusqu'à l'heure actuelle, il y a au moins 2 disparus de la société civile qui sont portés disparus depuis bientôt 6 mois. Là, ça commence, donc, en dépit justement de ces sorties de pistes récurrentes, mais il a continué à participer, à avoir la même sympathie manifestée à son égard par les syndicalistes de la CEDEAO. Les mêmes syndicalistes qui canardent les révolutionnaires de l'AS. C'est cette j'ai envie de dire, indignation sélective, j'ai envie de, qui est quand même compréhensible. Je voudrais, dans mon propos, dire 2 choses. La première, c'est qu'il faut absolument interdire aux ingérences étrangères de s'immiscer dans nos affaires. Les affaires africaines les problèmes africains doivent être réglés avec des solutions africaines. Et ces individus qui, de manière récurrente, viennent nous donner des leçons, je l'ai dit tantôt, sont tous sauf des modèles. Ils sont très mal placés pour nous donner des leçons. Il faut donc que nous puissions être à même et capables de pouvoir régler nos contradictions pour justement éviter que les prétentieux viennent s'ingérer dans nos affaires. Ça première chose. La seconde chose, je pense que M. Mamadi Doumbouya n'a pas eu la bonne lecture, n'est-ce pas, j'ai envie de dire, des événements, de ses responsabilités. Il a cru que, en faisant du saupoudrage, avec des gestes de fermeté, pour ne pas dire de dictature, ça allait régler les problèmes. Non, ça ne règle pas les problèmes. Bien au contraire, nous sommes rendus compte, du point de vue des panafricanistes, que les contrats que son prédécesseur, qu'il a déchus, Alpha Condé, ces contrats-là, lui, il les a reconduits. Les contrats signés avec les multinationales américaines et françaises, entre autres, il les a signés. On s'attendait à une sorte de nationalisation, n'est-ce pas, de l'exploitation, notamment des industries stratégiques ou minières, entre autres. Ce n'est pas le cas. Au contraire, c'est tout le contraire que nous voyons. Maintenant, quand vous me parlez de l'opposition, moi je tiens quand même pour avec l'opposition, ce que vous appelez l'opposition de la Guinée-Conakry. Ça ressemble un peu à l'opposition que j'ai dans mon pays, le Cameroun. C'est-à-dire une opposition qui va prendre sa feuille de route à Paris, une opposition qui va prendre sa feuille de route à Washington, et une opposition qui va prendre sa feuille de route à Bruxelles. Non, honnêtement, ce n'est pas de ce genre d'opposition dont nous avons besoin. Absolument. Là, je me dis, il va falloir certainement que le peuple guinéen s'engage dans une révolution pour récupérer sa révolution. Il y a eu un coup d'État, il n'y a plus de révolution. En tout cas, du côté de la Guinée-Conakry, il n'y a pas de révolution. Une révolution ne s'accompagne pas d'un bain de sang. Or, en Guinée-Conakry, il y a eu des bains de sang, il y a eu des morts. Il y a eu une tentative de rectification du coup d'État qui a échoué, qui a malheureusement échoué. Donc, il faut justement que le peuple s'organise et reprenne en main son destin. Parce que là, nous avons le sentiment que nous avons des acteurs ubuesques, tant du côté de l'opposition que du côté du régime de transition, qui prennent en otage justement les rêves de ce peuple-là. On ne comprend pas bien pourquoi. Vous avez des enjeux qui sont importants. Vous avez
des manipulations, vous avez, j'ai envie de dire, des jeux de théâtre. D'abord, du côté de l'opposition, du côté du régime de transition, et vous avez des ingérences étrangères. Pour, n'est-ce pas, pour fermer, pour clôturer la culture. Là, il y a un problème. Il faut donc peut-être un troisième homme. Peut-être un troisième homme qui doit pouvoir sortir du on ne sait debout pour justement mettre tout le monde d'accord. C'est fait la fin de la récréation. C'est ça qui est la question. Et puis, je ne comprends pas pourquoi est-ce que ce sont les Américains qui sont toujours aux avant-gardes. Je crois il y a un peu plus, il y a moins d'un an, je crois, ils ont déclenché le compte à rebours en vue d'un retour à l'ordre constitutionnel. Qui sont-ils, les Américains? Et c'est un ambassadeur américain qui déclenche le compte à rebours. Certainement, vous allez m'opposer le rapport de force. Mais la Guinée-Conakry, c'est un État souverain du point de vue du continent africain. Alors, si nous sommes respectueux de la souveraineté et des institutions guinéennes, franchement, il faut le foutre la paix aux Guinéens. C'est le message qu'il faut envoyer ce matin, n'est-ce pas, aux Américains, qui, comme vous le savez, sont au cœur du grand désastre et du grand désordre mondial que nous connaissons. Ils n'ont jamais été capables de résoudre un seul problème sur la planète Terre. Bien au contraire, ils sont au cœur des problèmes. Gaza est là, c'est un exemple illustratif. L'Ukraine est là, c'est un autre exemple, n'est-ce pas? La Libye est là, l'Irak est là. Bon, de quoi est-ce qu'on parle? Pour ne prendre que ces exemples, nous pensons qu'ils sont très mal placés, les Américains, mais alors très mal placés pour venir donner leçons aux autres. Merci Albert Anatole Haïssi. Et justement, concernant la position américaine, on en parle avec Henri Atangana, l'adjoint au secrétaire d'État américain, s'est exprimé, a estimé qu'il fallait à la Guinée-Conakry organiser les élections présidentielles afin qu'un civil fasse son grand retour à la tête du pays après cette transition qui a duré déjà près de 3 ans, alors que le général Mamadi Doumbouya avait précisé qu'il ne serait pas candidat à l'élection présidentielle. Certes, cette promesse tend à être respectée, mais celle de la fin de la transition, elle, en revanche, ne l'est pas. Ce qui agace les États-Unis. La question est de comprendre pourquoi les États-Unis seraient agacés par la présence de Mamadi Doumbouya à la tête du pays. Quelles sont les motivations de cette pression mise sur l'exécutif guinéen? Mais c'est justement ce qui est difficile à comprendre. C'est très, très difficile à saisir, surtout que les États-Unis sont alliés de la France. Et comme les États-Unis sont alliés de la France, pour rappel, un journaliste français, Thomas Dierich, titrait, un titre, M. Marianne, Mamadi Doumbouya, putschiste, autocrate et petit soldat des intérêts de la France. C'est comme ça qu'il titre. Et là, c'est bien Marianne, hein. On peut pas accuser quelqu'un d'autre. Or, les États-Unis et la France étant une sous-unité des États-Unis, en tout cas, ne va pas prendre de décision militaire sans consulter les États-Unis, même si elle est en train de perdre la main. Pour beaucoup de raisons, que ce soit des raisons financières, nous en avons parlé au niveau des retraits des bases militaires, parce que ça coûte... juste une petite excursion, comme c'est un business, comme Albert Anatole l'a dit, c'est un business. Et ce business-là, beaucoup de pays ne payent plus, ne peuvent plus payer. C'est d'ailleurs ce qui a valu la tentative de dévaluation du franc CFA. Il faut boucler le budget, parce que ces bases militaires rapportent énormément d'argent. Mais il y a aussi d'autres bases militaires où ils payent pour des raisons stratégiques, c'est le cas de Djibouti, par exemple. Donc, voilà. Donc, globalement, en même temps, il y a le besoin de projection des forces, ce n'est pas des forces militaires, mais enfin, c'est des forces occultes françaises. Parce que quand vous avez les bases en Côte d'Ivoire ou au Sénégal et que vous essayez d'en avoir... en Guinée-Conakry,
bon, on sait quand même quelles sont les intentions de ces positionnements militaires non avoués. C'est les journalistes français qui avouent. Donc, quand on regarde ça de près, on se demande, mais c'est quoi les États-Unis? Ils doivent être en concertation avec la France. Et quel est le jeu qui se joue là? Sauf que ils ont une chose en... Il y a une constante chez les impérialistes. Quand vous voyez qu'un impérialiste n'a pas d'intérêt, il a toujours au moins un intérêt. C'est l'intérêt du chaos. Je dis il y a toujours au moins un intérêt, c'est l'intérêt du chaos. Je rappelle quand le président Ahidjo a quitté le pouvoir, à la demande de la France. Beaucoup de gens ne le disent pas. Peut-être, Madame Bégoutté, vous n'étiez pas encore née. Donc moi, j'ai connu, j'étais gamin. Donc, quand il quitte le pouvoir, il arrive, il n'a pas été hébergé en France, il était au Sénégal. Mais depuis le Sénégal, il veut revenir avec un putsch. Qui peut faire croire qu'il n'a pas demandé l'autorisation de la France? Et on lui a dit, ben vas-y, si tu peux, tant mieux. Si tu ne peux pas, tant pis. Pour quel intérêt? Pour quel intérêt? C'était l'intérêt pur et simple du chaos. Et c'est là où je ne comprends pas très bien. On a l'impression qu'ils ont envie d'installer un chaos là au niveau de la Guinée-Conakry. En même temps, ils soutiennent des opposants, comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, en disant que ben, ça me rappelle l'opposition camerounaise. M. Aïssi a fait la même remarque, où ils vont prendre des instructions ailleurs, et il n'y a pas de lisibilité, il n'y a pas de colonne vertébrale. En même temps, on ne voit pas très bien les intérêts immédiats que les États-Unis auraient là, sauf qu'ils soutiennent un peu cette opposition et ils font des déclarations pour dire qu'ils aimeraient le retour à l'ordre institutionnel, le retour au civil. C'est-à-dire, oui, c'est quoi là? Vous voulez quoi? Ce n'est pas à vous à venir dire à un pays qui doit avoir à la tête un civil ou un militaire. Et puis un militaire, c'est quoi? Un militaire peut devenir civil n'importe quand. Il enlève ses galons, il devient civil. La lecture, en tout cas, de l'intérêt des États-Unis, ce n'est pas une lecture claire. Sauf s'il y a des contrats qui sont signés ou que les sociétés américaines visent la signature de certains contrats, ou d'autres raisons d'ailleurs qui ne sont pas toujours facilement identifiables. Vous vous souvenez d'ailleurs, je crois la dernière fois que vous m'avez invité, on parlait des 100 millions d'euros que la France voulait amener en Éthiopie. C'est un parallèle. Oui. Et je vous ai aussi envoyé, après ma dernière intervention, il n'y avait pas le temps, des 100 millions d'euros que l'Allemagne voulait envoyer dans le même pays. C'est là où je voulais attirer l'attention. Et on se rend alors compte qu'il y a eu une concertation des deux gros pays de la zone euro pour lancer des investissements, pour faire des prêts. Alors, on parle souvent de ce que les monnaies actuelles ne sont adossées sur rien, ne sont étalonnées en rien, parce qu'on a quitté les talons en 1971, du fait de Nixon. Et les monnaies aujourd'hui fluctuent en fonction de l'offre et la demande sur les marchés financiers. Et il y a aussi la création monétaire par la dette. Ça, je ne vais pas expliquer. Mais sachez donc qu'il y a une création monétaire quand la BCE va injecter 100 millions là-ci et 100 millions par là. Et vous voyez qu'ils se sont répartis, la France et l'Allemagne. Une banque d'émission comme ça, quand elle sort de l'argent comme ça, elle fabrique la monnaie par la dette. Ce sera long à expliquer, mais on l'expliquera une autre fois. Pour relancer l'économie. Et on parlait dans le cas de la France. Et il y a aussi le cas de la main. Il y a parfois des choses comme ça qu'on ne voit pas, qui sont économiques, je veux dire qui sont économiques, qui sont financières, mais qui cachent les vrais intérêts. Et en plus, on a aujourd'hui Donald Trump qui est au pouvoir. Et parce que Donald Trump est au pouvoir, beaucoup de choses changent. Ah bah oui, beaucoup de choses changent parce que Donald Trump a dit, moi, je vais vous empêcher d'avoir accès au juteux marché américain. Alors, qu'est-ce que vous avez vu dans le cas de l'Allemagne? L'Allemagne a envie de réduire ses coûts. Et la France, en créant des sociétés en Éthiopie.
C'est pour ça qu'on injecte cet argent. Et c'est sur ça que je voulais, pour la dernière fois qu'on était en débat, on injecte de l'argent, on fait des prêts, on va mettre Volkswagen en Éthiopie, on va mettre Truc Télécom allemand en Éthiopie. En même temps, nous, on va rembourser cet argent en devises. Ça, c'est-à-dire que, et je veux dire par là qu'il y a parfois ce genre d'intérêts qu'on ne voit pas, qui ne sont pas lisibles, dont on n'a pas, en cherchant, on va essayer de voir quels sont les intérêts américains en Guinée-Conakry. Pourquoi disent-ils, mais ça m'étonnerait qu'ils le disent comme ça, parce qu'ils sont des fans de bonne gouvernance. Les Américains fans de bonne gouvernance. Attendez. Vous avez vu comment le chef d'État a gracié son fils? Demandez-vous pourquoi on l'a gracié. Rappelez-vous de l'Ukraine. Qu'est-ce que le fils de Biden faisait en Ukraine? Et qu'est-ce qui s'est passé? Et là, vous allez comprendre que c'est des gens qui ont toujours des intérêts. Voilà. Donc, pour l'instant, ce n'est pas encore clair quel est l'intérêt que les Américains ont à mettre la pression sur Mamadi Doumbouya, tout en sachant que ce n'est pas un mec à qui on a confiance. C'est quelqu'un qui est il est changeant. On ne le lit pas. On ne lit pas son idéologie. Il n'a pas de colonne vertébrale idéologique. Voilà, on a l'impression que c'est quelqu'un qui travaille pour ses intérêts propres à lui. Voilà, et c'est très très difficile de savoir pourquoi les États-Unis demandent, supportent en tout cas, entre guillemets, ce qui est appelé opposition. Je dis vraiment entre guillemets. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un flou total là, à défaut de penser que ce sont, à défaut de rien faire, ils anticipent, ils participent à la manifestation du chaos. Parce que dès qu'il y a le chaos quelque part, il n'y a pas de leadership. Il n'y a pas de... Alors, les impérialistes peuvent venir s'installer facilement. N'oubliez pas que l'une de leurs techniques favorites, c'est le chaos. C'est de mettre le chaos quand ils ne peuvent rien faire. Je sors par là. Merci à Henri Atangana. On retrouve donc Albert Anatole ici. Ce seront les derniers mots sur cette question. Albert Anatole ici, on a parlé des motivations des États-Unis, des motivations des forces vives guinéennes qui réclament aujourd'hui le départ du président Mamadi Doumbouya et qui crient à l'entourloupe sur leur territoire, notamment à la tête du pays. Quel jour attend la Guinée-Conakry après cet appel à la manifestation qui sera lancée le 6 janvier prochain? Dans cette lancée, on ne peut pas parler de tentative de déstabilisation de l'État en place? Non, je crois que c'est le cheval de Troie. Okay. La fameuse manifestation, c'est le cheval de Troie. Et qui sont les organisateurs de cette manifestation? C'est l'un et d'autres. Ce qui nous pose problème, c'est que, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est qu'on organise les réunions à Paris et non. Et non, entre autres, hein, parce que Paris n'est pas que le point de chute de leur réunion. Il y a d'autres pays, n'est-ce pas, européens et occidentaux. Donc, ce qui est embêtant, c'est que c'est à Paris, par exemple, qu'il a organisé des réunions qui concernent l'avenir d'un pays. Et ces gens-là ont des projets de diriger la Guinée-Conakry, mais c'est à Paris qu'ils vont organiser des réunions. Moi, ça me pose problème. Je voudrais éclairer la lanterne des intérêts de mon aîné Henri Atangana sur les intérêts des États-Unis en Guinée-Conakry. Le premier intérêt, c'est sur le prolongement de la guerre commerciale des États-Unis contre la Chine. Vous savez que le marché de la bauxite est largement, je veux dire les contrats. Et les contrats d'exploitation de la bauxite ont été largement et majoritairement attribués aux entreprises chinoises du côté de la Guinée-Conakry. Donc, c'est cette guerre commerciale contre la Chine qui se poursuit en territoire guinéen. Entre autres, hein, puisque ce qui intéresse beaucoup plus régulièrement les Américains, c'est le pétrole.
Il y a donc les contrats pétroliers qui sont sur le point d'être attribués à d'autres pays comme multinationales américaines. On met l'épouvantail, je parle des Américains, qui mettent en avant l'épouvantail d'un retour à l'ordre constitutionnel au point de déclencher le compte à rebours. Ça, c'est l'épouvantail. Vous et moi savons comment ça fonctionne avec les Yankees. Lorsqu'il n'y a pas d'odeur du pétrole quelque part, ils ne sont pas du tout intéressés. Et ils ont signé des contrats, des accords avec les probables, enfin ceux qui se présentent comme étant les prochains gouvernants de la Guinée-Conakry. Un peu ce qu'ils ont essayé de faire, ce qu'ils ont fait au Cameroun avec certains leaders séparatistes qui foutent actuellement le bordel du côté nord-ouest du sud-ouest. C'est la même chose. C'est-à-dire, vous avez Soros qui n'est pas très loin de ce qui est annoncé du côté de la Guinée-Conakry. Et vous vous souvenez quand même, Madame Bégoudé, que dans nos précédentes émissions, oui, il vous a été révélé qu'il y a des projets d'encerclement stratégique. Des projets d'encerclement stratégique, d'abord au niveau du Sahel, région des Grands Lacs et du Golfe de Guinée, où les Américains ont positionné leur base. Ce n'est pas anodin. Et chaque fois que j'en parle, ça paraît peut-être anodin, peut-être banal pour d'autres, mais c'est sérieux ce que j'évoque là. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut expliquer cette pléthore de la présence d'agences étrangères, notamment américains, sur le continent africain? Notamment de la CIA, de l'OTAN, qui n'a pas sa place sur le continent africain, mais qui est quand même présent, l'OTAN est présent. N'est-ce pas? Sur le continent africain, notamment du côté de la Libye, la Mauritanie, dans la zone du Sahel, du Mali plus globalement, et du côté, n'est-ce pas, du Nigeria et au Cameroun. C'est-à-dire, ce n'est pas les bases, mais ce sont les agents de l'OTAN. C'est quoi le projet? Il y en a qui vont trouver que nous sommes complotistes, mais c'est la réalité. Peut-être que ça peut, nous savons, mais nous savons ce qui se passe. Donc, il est question justement de tenter de faire ce qu'ils ont essayé de faire au Kenya et au Nigeria tout récemment, avec ces manifestations qui devaient aboutir à des révolutions de couleur. Et avec la complicité d'hommes politiques, de leaders politiques et de la société civile. C'est-à-dire, on essaie de procéder à des manipulations de masse. C'est ça qui est la question. Il faut donc demander aux Guinéens de faire très attention. Parce que vous avez une manifestation qui est programmée pour le 6 janvier prochain, je crois. Et cette manifestation sera infiltrée par des agents de la CIA. Et nous savons comment ça fonctionne. Je crois la révolution de Maïdan, là, pour nous parler, je parle de la révolution de Maïdan, du côté de l'Ukraine qui est actuellement à feu et à sang. C'était toujours la CIA. La même chose qu'ils ont tenté, je pense que ce sont nos émissions, qui ont permis de se construire le projet qui était annoncé du côté du Kenya dans le cas des manifestations, prétendument contre la vie chère, n'est-ce pas, la hausse, n'est-ce pas, des prix des produits pétroliers, la même chose qui était prévue du côté du Nigeria. C'est exactement ça. Donc, c'est le même scénario qui est prévu le 6 janvier prochain du côté de la Guinée-Conakry, qu'il faut absolument et rapidement désamorcer. Sinon, ça va être, comme d'habitude, un prétexte pour créer le chaos dans la région des Grands Lacs, du Golfe de Guinée et plus généralement et spécifiquement du Sahel. C'est annoncé parce qu'il est question justement de foutre le bordel dans toute cette zone pour la rendre incontrôlable, du moins pour les gouvernants actuels. Il faut donc déjà que nous demandons aux populations guinéennes de faire très attention. Elles ont le droit constitutionnel d'exprimer leur colère par les manifestations légales, mais en même temps, il ne faut pas qu'elles se fassent manipuler, qu'elles se fassent infiltrer par les agents de la CIA. Et il n'y a pas, les agents de la CIA ne sont pas que des Noirs, je veux dire des Blancs. Vous avez plein d'agents de la CIA qui ont la nationalité camerounaise, qui ont la nationalité gabonaise, ivoirienne, guinéenne, parce que
ils recrutent parmi vous. Je crois que dans le contexte actuel, je parle du contexte de basculement géopolitique actuel, qui doit pouvoir permettre à l'Afrique de choisir un bloc et de manière définitive et déterminante, il ne faut pas tomber dans le pied de la manipulation des atlantistes, parce qu'ils sont coutumiers des manipulations. Merci à vous, Albert Anatole Aïssi. On remerciera aussi Henri Atangana qui est avec nous sur ce plateau. Et tous les deux, vous nous avez apporté de votre expertise et de vos analyses dans le cadre de ce programme. On rappelle les titres. Nous avons discuté ensemble de la transition à Conakry et des forces vives de Guinée qui décident de se soulever dès le 6 janvier prochain pour réclamer le départ du général Mamadi Doumbouya. Pendant ce temps, les États-Unis font pression également sur l'exécutif guinéen afin d'organiser des élections présidentielles sur le territoire. Nous parlions aussi de cette rétrocession de la base dans le nord, au Tchad, à l'armée tchadienne. Cela s'est déroulé le jeudi 26 décembre 2024 au matin avec une cérémonie à la clé afin que peuple, population et armée puissent participer et témoigner du départ des Français de cette base particulièrement. Eh bien, merci à vous de nous avoir regardés sur For You Télévision. L'information et les programmes se poursuivent. Restez en notre compagnie. Au revoir, N'Djamena.